le bruit et l'humeur. Avec Anna Toumazov. Et bonsoir, nous sommes le 14 mars à Paris, il est 19h. Merci d'être avec nous dans Tunnel. Cette semaine, j'ai adoré passer le week-end en Suisse. C'était pour le travail, bien sûr. Mais je crois que je pourrais payer cher pour ne fût-ce que prendre le train là-bas. Et sachez bien qu'à l'instar de la SNCF, ils ne se privent pas sur les prix. Prendre le train sans hôtel, sans sortie, sans rien, juste attendre le train comme ça, des heures de train à lire, écrire et papoter. Face au paysage qui s'étale sous nos yeux avec une facilité presque bête. Montagnes et lacs et vallées, comme si ces merveilles n'étaient que réalité virtuelle. Et cette semaine, j'ai détesté, revenons-en à nos moutons et à la terre ferme plus plate, et à la France, cette polémique avec Aya Nakamura. Et la dureté d'aborder ce sujet sans enfoncer de portes ouvertes tant il a été fort heureusement bien traité de tous les côtés. Mais quand même, ce pays aime tant la polémique et la complexité au milieu de vies qui s'ennuient qu'on emmerde Aya, comme furent jadis emmerdés Youssoupha et encore avec avant lui Black M. Les personnes noires n'ont-elles donc pas le droit de chanter ? J'aime assez la chanson française pour pouvoir garantir de l'extrême simplicité, parfois idiote même, de certains de ses textes, qui donnent pourtant du baume au cœur, mais aussi de l'érotisme qui peut s'en dégager. Gérard Larcher, qui s'offusque de ce qu'Aya Nakamura ose mentionner la levrette, était-il né aux grandes heures de Gainsbourg ? D'où Gérard Larcher a-t-il conçu telle animosité à l'égard d'une position ? Gérard Larcher, enfin, ne pourrait-il pas plutôt s'occuper des affaires de mœurs qui touchent le Sénat, plutôt que de commenter l'actualité musicale et la juste dose de sexe à y injecter ? S'il ne le peut pas, échangeons nos places parce que je serais ravie qu'il vienne à ce micro et que moi j'aille passer à sa place le nécessaire coup de balai dans le Sénat. Edith Piaf faisait face en son temps au même procès qu'Aya Nakamura aujourd'hui. Elle faisait face au même poncif fatigant, sexiste, classiste, raciste. Mais pourquoi ce pays a-t-il toujours besoin, pour se sentir vivre, de trouver des boucs émissaires à harceler, pour ensuite oublier, puis les reprendre en référence des décennies après ? Et je ne doute pas qu'en 2050, pour critiquer une nouvelle superstar de la musique, d'autres boomers fatigants qui auront à ce moment-là mon âge, rabâcheront peut-être en plateau télé, sous nos soufflements, que c'était quand même mieux au temps d'Aya Nakamura. J'ai hâte. Cette semaine, j'ai découvert sur Twitter, parce que oui, vous savez bien si vous écoutez souvent cette émission, que j'y suis souvent à chercher à aller voir comment vont un peu les animaux, que des hommes pensent qu'à chaque partenaire sexuel, le vagin s'élargit d'1 centimètre. C'est beau, la recherche avance. Et c'est peut-être tout de même surestimer le pouvoir d'un pénis que de s'imaginer qu'il puisse à jamais endommager des vagins par lesquels des bébés passent, parce que c'est le même endroit, si jamais vous avez omis l'information. Il y a quelques semaines, un précurseur lâchait aussi, toujours sur Twitter, le classique suivant. Ouvrez les guillemets. Le vagin sait si c'est la même bip tous les jours. Il s'habitue et sait gérer. Si c'est des bips différentes, il est surpris à chaque fois. Et stresse, se contracte, se détend. Un peu comme un pull mouillé. Au final, c'est tout déformé. C'est évidemment faux et le contraire est démontré scientifiquement, mais c'est touchant de venir exposer au monde entier sa méconnaissance des choses avec autant d'aplomb. Cette semaine, j'ai donc lu et écouté en boucle des gros bébés pleurer sur toutes les chaînes, en boucle. Donc j'ai coupé le son et je suis allée prendre l'air. Le nez en l'air pour ne rater aucun des bourgeons. Quelque chose dans ces rues qui se parfument et dans ces couches de vêtements dont nous pouvons enfin progressivement nous délester. Je vais pas le dire trop fort parce que j'ai peur que Gérard Larcher nous écoute. Mais me ramènera toujours au bonheur cyclique des étés qui s'approchent tout doux, avec dans leur valise des perles de bonheur. Je l'ai passé chez moi au soleil, dans des poses qui, comme tout le monde, me permettaient de devenir petit à petit qui je suis. Mais peut-être l'étais-je déjà. L'adulte est-il juste un enfant qui est devenu ? Quels souvenirs nous reste-t-il ? Et qu'est-ce qui nous marque ? Partons tous avec les mêmes chances. Ce soir donc, pour discuter de ce joli et profond sujet de l'enfance, je suis entourée de Lou Trottignon, humoriste aux 1000 vies. L'enfance, le théâtre, le striptease, les planches, la fratrie. Lou, tu as appris le stand-up après visionnage du Jamel Comedy Club, que l'on remercie du coup. Et c'est désormais un spectacle Mérou à la Nouvelle Scène tous les vendredis, avec toujours la volonté profonde de prendre le contrôle et d'aider par l'humour les autres à le faire. Bonsoir Lou. Salut, merci beaucoup pour cette intro. Merci. Pyjama, Pauline de Tarragon, chanteuse connue depuis ton adolescence et la nouvelle star, et dessinatrice. Multifacette, tu es en ce moment en pleine tournée des librairies pour rencontrer les lectrices et lecteurs de ta BD, Minuscule, folle, sauvage. Après 2 livres jeunesse parus à partir de tes 20 ans,
Et tu es aussi en plein tour des marchés de créateurs et créatrices pour vendre tes créations en argile. Et tu es enfin en composition de ton 3e album. Est-ce que ça va ? Non, du coup. si, ça va. Mais en entendant ça, je me dis qu'il faut vraiment que je me calme. Bon, ça va ? C'est ton emploi du temps C'est normal, c'est juste que je laisse aucun vide pour pas être angoissée. Mais du coup, c'est quand même angoissant. Il faut retrouver un équilibre à un moment. Retrouver l'équilibre. Et enfin, Vince, rappeur. Ton nom vient de la haine. Et après une enfance biberonnée au rap à travers le Sud, tu sors très jeune tes premiers titres jusqu'à ton premier album. Alors, je sais pas si je prononce bien. Frisson. Bien, ouais. Ou Frisson. Non, Frisson, c'est très Frisson. bien. Donc ton premier album, c'était un 20 titres, parce que là encore, on n'a pas trop peur de charbonner à fond. Ouais. En 2014, suivi d'un album 23h58 en 2018 au titre très engagé, qui viennent soutenir les droits des femmes, des personnes racisées, les luttes sociales, jusqu'aux gilets jaunes. Et tu reviens à présent avec un nouvel EP. Est-ce qu'on a le droit de dire le nom du nouvel EP ? Franchement, on peut le dire. Le nouvel EP s'appelle Le Faux Miroir. Bienvenue Vince. Wow. Merci à tous les trois. Quels sont vos souvenirs les plus vifs de l'enfance ? Le premier truc qui vous vient quand je vous dis repensez à vos 7 ans, vos 8 ans, vos 9 ans, vos 10 ans, vos 11 ans. Je crois qu'on est tous très polis. Non, mais moi, j'avoue que y a pas des... En fait, c'est que des trucs un peu tristes qui me viennent en tête, donc je vous laisse commencer. Bah, moi j'en ai un tout trouvé, donc qui est en rapport avec l'actu, mais forcément c'est Dragon Ball Z. Et voilà, et repose en paix Akira Toriyama. Mais du coup, voilà, c'est vraiment moi quelque chose qui m'a marqué de fou, et je voulais d'ailleurs devenir dessinateur de manga. J'ai vite compris que c'était pas mon destin. Mais du coup, voilà. Mais tu regardais ça où ? Parce que du coup, on est tous des enfants des années 90, ce qui est pas mal du coup, parce qu'on a un peu les mêmes rêves. Mais il n'y avait pas le streaming à notre époque. Ah non, du tout, ça passait à la télé en fait. Moi, il y avait 2 trucs, ça passait à la télé. J'ai découvert ça chez mes grands-parents. Un jour, c'est passé sur une chaîne. Et très rapidement, j'ai découvert les livres. Et en fait, j'ai plus lu les livres que regardé, parce que t'étais un peu dépendant de quand ça passait, des chaînes, et surtout des parents qui me disaient d'aller faire mes devoirs. Ouais. Donc du coup, je ratais toujours le moment où Vegeta était chaud. Non, mais du coup, c'est surtout les livres. Et toi, Lou, un souvenir d'enfance télévisé ou littéraire ou pas d'ailleurs ? Moi, c'est plutôt la sensation de pas projeter. Tu vois ce que je veux dire ? Genre, c'est vraiment genre là, quand tu t'as posé la question, je me suis dit, mais ça me manque trop. Je sais, quand t'es enfant, t'es là, genre, vas-y, je vais courir, et tu cours. Enfin, tu vois, il y a un truc, t'es pas là, non, je peux pas courir parce qu'en fait, à 9h30, j'ai psy. Enfin, tu vois, t'es pas du tout dans ces trucs-là. Et je crois que ça me manque ce truc de vouloir faire un truc et le faire tout de suite. Quand t'es enfant, je trouve que c'est grave possible, quoi. Mais les enfants, c'est un peu des êtres qui mettent les phobies d'impulsion qu'on a tous à exécution tout le temps. Ouf, ils veulent faire un truc, ils le font. Ouais, grave. Tu sais, dans les fêtes de village et tout, tu les vois, ils sont là, ils courent à la table des parents, ils prennent une gorgée de coca, ils repartent en courant. Ouais. Ils dansent comme des... Ouais. Ils vomissent partout. Et toi, du coup, un souvenir peut-être non, triste. Alors, du coup, t'as parlé de la télé chez les grands-parents. Non, je vais dire des trucs joyeux pour commencer quand même. Moi, j'avais ce truc-là de passer énormément de temps chez mes grands-parents parce que ma mère bossait toute la journée et mon père habitait pas dans la même ville que nous. Et du coup, on avait des grands-parents hyper mignons qui nous faisaient faire des grandes randonnées un peu partout. Moi, je suis d'Avignon et donc on allait dans la Garrigue. Et puis après, on regardait... Je suis Montpellier, hein. Waouh, il y a une team. Et puis après, on regardait avec mon frère Canal J et on regardait les rats. Et voilà, et au bout d'un moment on se faisait mettre dehors parce que sinon ils nous disaient qu'on allait devenir débiles et on mangeait des bonbons, tout ça. Ça c'est des bons souvenirs quand même. Vous vous rappelez quand les rats ils ont changé le générique, qui sont passés de il y avait pas de panique à bord. Et après c'était c'était très bizarre. Waouh, ils avaient fait que c'était moins bien. Un remix très bizarre, ouais. Okay. Mais c'est comme les Totally Spies qu'on regardait quand on était plus jeunes. Maintenant ils ont tout refait, c'est beaucoup plus polissé et tous les dessins, ils ont essayé de faire un truc un peu manga justement, mais ça fait hyper... Mais après c'est boomer de dire ça, en fait voilà, on a tout... Mais c'était mieux avant, franchement, moi je suis boomer, j'assume maintenant, je sais. On est officiellement vieux, je pense. Mais c'est marrant que tu décrives les sensations aussi, la garrigue, tout ça, parce que je sais pas si vous avez vu sur TikTok ou dans les reels sur Insta,
on voit beaucoup actuellement passer des trucs un peu de nostalgie, où ça dit POV, il est 10h, nous sommes le 12 juillet, tout ce que tu as à faire aujourd'hui, c'est aller jouer au foot avec tes copains ou te balader, machin. Et il y a des bruits, genre t'as le bruit des alouettes, machin, et ça décrit des sensations, justement. Ok, ouais. Et en fait, ces vidéos qui marchent super bien, parce que forcément, elles viennent faire écho à ce que les gens qui consomment actuellement le plus les réseaux sociaux ont vécu enfant, face en plus, sans enfoncer des portes ouvertes à nouveau, mais en plus dans une période où tout va un petit peu mal, donc ça nous ramène à une période peut-être plus douce. C'est des sensations qui sont explorées. C'est vraiment exactement ce que tu disais, la sensation de là j'ai envie de faire ça aujourd'hui, j'ai envie d'aller rejoindre mes copains et j'y vais. Et vous pensez que vous avez l'impression d'avoir perdu cette sensation à quel âge? La sensation finalement de l'insouciance. Qui veut s'exprimer? Moi, je peux dire que d'une certaine manière, j'ai l'impression de ne pas l'avoir totalement perdu en réalité. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui s'est éloigné, qui est revenu, mais qui n'est jamais totalement parti. D'ailleurs, sinon, je ne ferais pas le métier que je fais en réalité. C'est qu'il faut avoir une forme d'insouciance pour faire de l'art. Et si t'es trop ancré dans le réel, je crois que t'oses pas en fait le faire quelque part. Faut avoir ce truc de allez, ça va le faire et un petit peu d'y aller. Mais je dirais quand même que vers l'âge de 12-13 ans, ouais, forcément, l'adolescence, je dirais qu'il y a un truc quand même qui est parti. En fait, quand il y a eu aussi des choses dans la vie qui ont été un peu dures et qui aussi te confrontent, que ce soit la mort, que ce soit des gens qui s'éloignent. Moi, j'ai beaucoup déménagé, donc à chaque fois, j'ai dû changer de ville et de se déraciner à chaque fois. Moi, c'est ça qui m'a fait grandir personnellement, qui m'a peut-être fait perdre une part d'insouciance. Ouais, puis tu dois changer pas d'identité, mais tu t'es une nouvelle personne totalement. À chaque fois quand tu bouges. Donc t'as tout résumé, c'est aussi l'occasion de se réinventer. Et j'ai trouvé ça à la fois intéressant, mais en même temps, tu dois te détacher des gens que tu connais et que tu aimes. Et c'est aussi difficile quand t'as 8 ans, etc. Pour toi, Lou, c'est plutôt la fin de l'enfance, c'est plutôt un âge justement, ou c'est plutôt des choses qui vont survenir dans la vie et qui forcent à grandir? Moi, je pense que c'est plutôt des trucs qui forcent à grandir, à se responsabiliser très tôt. Moi, franchement, c'était 5-6 ans assez rapidement. Aussi, je pense, je suis une personne queer, donc je fais partie des minorités de genre et tout. Et je pense que pour beaucoup de personnes queer, grandir, la puberté, c'est très compliqué. Et très vite, tu te retrouves confronté à l'intérieur de toi à des questions de genre qui je suis pour les autres. Et ça fait pas une enfance super joyeuse, mais ça fait plein de trucs aussi géniaux après. Mais tu quittes très très vite l'enfance quand t'es LGBT queer et que tu grandis dans des endroits où c'est pas très bien accepté. Ouais, tu penses qu'il y a une insouciance que typiquement des enfants cis sans problème majeur dans leur vie peuvent avoir, qu'un enfant qui est transgenre peut pas forcément rencontrer. Je pense que ça se généralise pas autant que ça, mais en tout cas, moi, ça a été le cas. Je pense que c'est sûr que ça aide pas d'être trans et de pas comprendre ce qui t'arrive. Mais comme tu dis, Vince, c'est vraiment genre les trucs qui t'arrivent, quoi, qui changent. Je trouve qu'il n'y a pas d'âge précis pour moi. Ouais. En plus, on vient d'une génération où il n'y avait pas forcément trop de références pour les personnes LGBT aussi. Pas beaucoup, non. Ouais. C'était pas le pire. Il y en avait pas beaucoup. Et puis, il y a eu des époques encore pires, bien sûr. Ouais. Mais si tu remontes, c'est toujours pire. Mais... Ouais. Pour toi, Pauline, pour revenir à ce que disait Vince, le fait d'embrasser des carrières artistiques, non pas une, des, du coup, il faut parler au pluriel en ce qui te concerne, c'est aussi garder une part d'enfance éternelle? En fait, moi, j'ai commencé du coup à travailler assez jeune et de manière générale, enfant, j'ai voulu être assez sérieuse et me mettre des cadres. C'est-à-dire que je faisais croire aux autres dans ma classe que j'avais des parents sévères, mais en fait, ils étaient un petit peu à droite à gauche et c'est moi qui m'auto-défonçais quand j'avais une mauvaise note ou quand j'arrivais en retard et mes parents n'avaient vraiment rien à foutre. Et donc, quand j'ai commencé à travailler, je me suis rendu compte qu'il fallait que je mette une rigueur de dingue. C'est vrai que les premières années, je comprenais pas comment on gagnait de l'argent en étant artiste parce que je travaillais tout le temps et je gagnais rien et j'étais là mais comment je vais faire en fait. Et au bout d'un moment, en rencontrant d'autres artistes et en traînant comme ça avec des musiciens, des musiciennes, des gens qui faisaient de la BD, tout ça, j'ai compris comment ça allait fonctionner. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu cette espèce d'adultes et d'enfants qui cohabitent à l'intérieur de moi et qui parfois sont
en train de se disputer parce qu'il y a des journées où je suis un énorme bébé et je peux rien faire à part pleurer et me rouler dans ma couette, et d'autres moments où je suis en mode il faut qu'on fasse ça, la compta, le truc. Et je suis hyper dure aussi quand je suis en couple. J'ai été en couple qu'avec des hommes et j'ai été tout le temps énervée parce qu'ils étaient beaucoup plus des bébés que moi tout le temps, c'est-à-dire qu'ils savaient pas faire à manger, ils savaient pas faire des lessives, et ça a beaucoup créé des conflits dans mes couples parce que je me disais mais c'est pas possible, mon père, mon frère et mon mec sont 3 énormes bébés alors qu'ils ont pas du tout le même âge, et donc moi je leur disais j'ai été obligée d'être adulte avant toi et maintenant toi il faut que tu lèves le niveau, sinon je te défonce. C'est ça mon discours. Il y a une page de ta BD Minuscule Folle Sauvage où tu les compares de façon hilarante à des chiots. Oui, des chiots très attachants, mais Bah ouais, je parle beaucoup de ça avec mes amis. C'est assez dur d'être amoureuse de gens que tu aimes beaucoup et qui, en fait, malgré tout, ont été élevés dans un système où c'est ok de genre en faire 10 fois moins que toi. Et donc, en même temps, tu les aimes et en même temps, t'es là, tu me fais vraiment chier. Et donc, du coup, je suis tout le temps obligée de t'expliquer des choses qui sont des choses que, oui, moi, j'ai appris assez jeune parce qu'en plus, moi, j'ai grandi avec ma mère qui m'a dit faut être indépendante et tout. Et on a toutes les deux un peu tenu les rênes de la famille. Et donc, c'est vrai que quand tu recrées un espèce de couple ou une famille avec quelqu'un et que tu te rends compte que la personne a des lacunes de 10 ans en arrière, c'est compliqué. Et quand tu te rends compte que c'est beaucoup d'hommes autour de toi, c'est encore plus compliqué. Tu te dis, mais comment je vais faire ? Mais bon, il y en a qui lisent la BD et qui se rendent compte et qui rigolent et qui disent, on va changer ça. Il faut les croire après. Un acte de militantisme au final de parler de ça. Ouais, je pensais que j'allais me faire plus insulter que ça, mais en fait, il faut que les gens ils achètent le livre et qu'ils le lisent pour après m'insulter. Et c'est pas comme sur les réseaux sociaux où les gens qui te détestent peuvent accéder à ton contenu. Donc finalement, c'est pas mal, c'est bien caché au milieu de la BD, quoi. Oui, donc t'es sûr que ce soit des gens qui sont déjà un petit peu sensibilisés à tous ces trucs-là qui tombent dessus. Donc. Ouais. Bah, et puis là, quand je fais des dédicaces et tout, tous les gens qui viennent me voir sont des gens hyper respectueux, hyper sympas, assez introverti, et c'est vraiment des bons moments, quoi. Il y a personne qui vient pour me jeter un œuf dans le visage. Lou, le fait d'utiliser l'humour, parce qu'au final, quand les gens viennent à ton spectacle, j'imagine qu'ils arrivent avec leurs problèmes du quotidien et tout, comme voilà. Et le fait de retrouver du rire, c'est aussi retrouver peut-être une part d'insouciance et tout. Comment tu te sens de venir justement ressolliciter cette part d'enfance chez les gens ? Bah, en fait, je la retrouve chez moi en premier. C'est vraiment ça. Genre, quand j'ai découvert la scène, c'est vraiment l'endroit où je me sens hyper bien, je me sens vivant. Et ça a toujours été le cas. Et là, en plus, dans le stand-up, je peux faire ce que je veux. Du coup, t'es venu et t'as vu que je pars en impro et je fais des gestes trop bizarres. Enfin, c'est une humoriste que j'aime beaucoup qui s'appelle Cab Cab qui dit ça. C'est que sur scène, on lui dit « Oh, mais j'adore ton personnage sur scène, on dirait trop un enfant. » Et elle est là, je suis comme ça dans la vie. Et c'est vraiment ça que je retrouve. C'est genre le corps qui bouge comme on a envie de bouger. C'est surtout ça pour moi, l'enfance, c'est se libérer le corps, quoi. Et du coup, le rire, ouais, c'est libérateur, et je pense que les gens qui sont dans la salle, je veux leur apporter ça. Je veux qu'ils sortent du spectacle. Ok, ils ont appris des trucs sur la transidentité, peut-être, ou ils se sont sentis concernés, mais je veux surtout que ça les ait libérés très vite, quoi. Oui, en fait, c'est pas juste faire un spectacle militant, effectivement, absolument pas. C'est justement venir dire on peut aussi rire et avoir des moments où on est chill, justement, sans penser à rien, entre guillemets, quoi. Ouais, laissez-moi faire le travail. Donc, nous parlons de l'enfance, et là, on va vraiment mettre les pieds dans le plat avec cette question. Est-ce que vous étiez un enfant heureux ? Et le silence s'installe. Est-ce que les artistes en général ont été heureux à un moment dans leur vie ? Moi, je pense que c'est difficile de savoir parce que c'est comme quand on a un souvenir de quand on était enfant et qu'après il y a une vidéo de ce moment et on se dit ah mais ça s'est pas du tout passé comme, enfin du moins du point de vue de la personne qui filme, ça ressemble pas du tout à ce que moi j'ai ressenti.
Moi, je pense que j'étais très angoissée, mais ça m'a pas empêchée d'être heureuse parce que, en fait, c'est juste que je voulais pas être avec les autres enfants, mais sinon, quand j'étais avec mes parents et que je pouvais dessiner des heures dans ma chambre et tout, j'étais contente. Mais globalement, je pense que plus je vieillis, mieux ça se passe. Et souvent, je me dis que quand même, quand on est enfant, on peut pas faire grand-chose. Notre parole a pas trop de valeur. Et par exemple, si on a envie de manger des pâtes à 3h du matin, c'est hyper interdit, alors qu'aujourd'hui, on peut le faire. Et ça, c'est génial. Mais t'as jamais ces prises de conscience à l'âge adulte où genre tu te dis... je sais pas, t'es resté chez toi toute la journée, on est dimanche, machin. Puis à 22h, tu te dis j'ai envie de faire un tour dehors et t'es là, non, je peux pas. Après, t'es là, mais si en fait j'ai le droit. Et je peux acheter un truc trop bizarre, oui. Genre. Ouais, moi, j'aime vraiment ça. Et quand je passe devant des écoles, j'ai des frissons d'angoisse de genre, quand il fallait rester en cours de maths pendant 2 heures. En plus, moi, genre, je suis full hypersomniaque. Du coup, je m'endormais tout le temps. Je me tapais la tête contre le bureau et tout. C'était une catastrophe. Et quand j'ai enfin pu sortir de ça, je me suis dit, mais jamais de la vie, je voudrais revivre cette période qui est l'enfance et l'école surtout. Mais oui, il faut être très conforme finalement, surtout. Ouais, il faut être très normal au sens dans la norme pour que ça roule. Dès que t'es un peu chelou ou en termes peut-être plus scientifiques, neuroatypiques, tout ça, bah là, ça devient compliqué, quoi. Oui, puis j'ai l'impression que les gens qui sont très à l'aise à l'école, quand on les sort de l'école, ils savent pas ce qu'il faut faire. Enfin, c'est bizarre, tu sais, quand j'aurais eu des mauvaises notes à l'école tout le temps, et d'un coup, tu sors et tu peux assurer dans un taf. Et t'es en mode, on m'a quand même dit pendant genre 10 ans que j'étais un peu teubée parce que j'avais 2 en maths et en français, j'avais tout le temps vite fait la moyenne et on me disait t'écris comme une journaliste mais en mode méchamment. Et du coup, moi, je suis sortie de là, je me suis dit mais je peux pas écrire un livre ou une chanson, ça va être médiocre. Et en fait, je voyais que ça plaisait à des gens et je me suis dit mais finalement les profs, l'école, c'est pas la vraie vie. En vrai. Avec le recul, c'est aussi une dinguerie comment des adultes se permettent de parler à des enfants. Enfin, c'est super triste, quoi. Mais je sais pas si ça change avec les époques, mais moi, il y avait une prof qui m'avait chopé l'oreille, qui m'avait tiré et qui m'avait dit grosse laide. je quote. Elle m'avait appelé grosse laide devant toute la classe. Et je me dis, je sais pas si aujourd'hui il peut se passer des choses encore comme ça. Mon père m'a dit qu'il s'était fait péter le nez par son prof de maths. Je pense qu'on est assez insupportable. Mais je me permets de te dire un truc. Moi, je pensais que ça existait plus, mais j'ai un de mes meilleurs potes. Il était gaucher contrarié. C'est-à-dire qu'il était gaucher, on lui a attaché la main dans le dos pour qu'il écrive de la main droite. Mais il est né en 91. Ouais. Je pensais qu'il était gaucher juste fâché. Non. Je suis hyper contrarié. Il est tout grognon tout le temps. C'est ça. Pourquoi je suis gaucher? Hyper mignon en vrai. T'avais des bonnes notes, toi, Vince? Moi, c'était compliqué. J'avais pas des super notes. En fait, le problème, c'est quand j'ai commencé l'écriture, j'ai eu... À 8 ans. Ouais. Quand j'ai commencé vraiment à écrire, c'est-à-dire à prendre un stylo dans la main, je l'ai pris de la mauvaise façon. Et en fait, ça m'a un peu tué ma scolarité parce que j'ai dû reprendre. En fait, j'avais tout le temps du retard. Tu sais, quand on était à l'école et que t'avais les 3 tableaux, t'en as un qui a un truc marqué, après t'as le deuxième, après le troisième. Et au bout d'un moment, le prof, il nettoie le plus vieux, tu vois. Oui, et moi, j'étais tout le temps celui qui avait la main en disant attendez, tu vois. Et tu sais, quand tu l'as fait 4 fois, que t'as fait chier toute la classe, t'arrêtes. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai arrêté de noter les trucs, mais je tenais vraiment mal mon stylo, j'ai dû faire de l'orthophonie, etc. Et en fait, j'ai fait ça à 9 ans, mais arrivé à 9 ans, j'étais déjà en retard. Et en fait, j'avais beaucoup de trucs, j'avais énormément de tics quand j'étais petit, j'allais voir beaucoup de psy et tout. Et en fait, honnêtement, c'était compliqué. Par contre, je dirais pas que j'avais une enfance malheureuse. Mon enfance a été très heureuse. J'étais très angoissé comme toi. Pas pour les mêmes raisons. Je dirais que j'étais quand même quelqu'un d'assez sociable. J'aimais bien aller voir les autres. Mais par contre, j'étais très très angoissé, lié à la mort, lié à plein de choses en fait. Et du coup, c'est pour ça que j'avais des tics, que je bouillonnais, quoi. Et ça se enfin, t'avais des moments de stress qui sont plutôt ceux d'un adulte au final, enfin qui sont catégoriques. Attendez, je m'exprime très mal sur cette question. On a tendance à imaginer qu'un enfant réfléchit de façon assez binaire, content, pas content, machin, nanana. Ouais. Et
moi, je sais quand je parle parfois avec des potes de justement d'angoisse d'enfant, de trucs d'avoir fait des insomnies, machin, les gens sont là, mais un enfant peut pas faire ça. Et en fait, la société globalement a du mal à considérer qu'un enfant justement puisse avoir de l'angoisse. Bah, moi, je peux te l'en parler très bien. Même ma mère en parle dans une courte interview d'ailleurs qui va bientôt sortir. Mais en fait, c'est ses mots. Elle disait que voilà, je posais des questions à 3 ans en disant pourquoi on vit, si on va mourir, à quoi ça sert d'aller à l'école. Enfin, je me posais des vraies questions et j'avais du mal à comprendre le sens de la vie, des choses. Et enfin, je fais une toute petite parenthèse, mais on a été très marqués en fait par la Shoah dans ma famille. Et moi, j'ai eu mon grand-père que j'ai eu la chance de connaître qui a été à Auschwitz, etc. Et en fait, c'est un truc, moi, on m'a énormément parlé de ça quand j'étais petit. Et en fait, c'est pour ça que j'ai beaucoup développé d'angoisse par rapport à la mort. C'est que sans cesse, très jeune, je me posais la question de moi, comment j'aurais été là-bas. Et je faisais souvent des cauchemars liés à ça. Mais genre, parce qu'on me racontait des trucs, j'avais même vu des films, parce qu'il y avait un peu un truc de bon, faut regarder et tout. J'ai vu des films un peu trop tôt, je pense. Et genre, Le Pianiste et tout, je l'ai vu assez tôt. Et en fait, ça m'a vraiment angoissé, honnêtement. Ouais, puis surtout quand t'es enfant, tu commences à comprendre l'absurdité de la vie globalement, donc c'est compliqué. Mais là, en plus, face à des choses comme ça, il n'y a rien qui explique, donc ça paraît assez fou. Je vous ai demandé tous les trois de me donner une musique qui vous rappelle, qui vous évoque l'enfance. Lou, toi, tu as choisi un son de Georges K. Ouais. Garçon manqué, fille manquante. Pourquoi tu as choisi ce son ? Parce que je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, un peu par hasard. Et en fait, c'est un son qui explique que cette personne a eu un manque dans l'enfance. Donc on l'appelait garçon manqué et tout ce qu'elle entendait, c'était fille manquante. Parce que en tant que garçon, on te dit va jouer dans la boue, fais ce que tu veux, parle fort. Et à partir du moment où la puberté arrive, on te dit allez, genre croise les jambes, sois bien sage. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vachement ressenti. Enfin, je dis souvent que si on traitait les femmes autrement, peut-être que j'aurais pas transitionné. Que la transition m'apporte une liberté avec la masculinité, de justement, j'ai 3 poils sur le menton, je peux aller jouer dans la boue et personne me dira rien, quoi. Je peux parler fort, je peux être en colère, et c'est injuste. Enfin, c'est injuste, j'aimerais bien... Après, je suis très content de ma transition aussi, hein. Mais voilà, moi, ça m'a rappelé ça. Ça m'a rappelé ce truc où, quand j'étais enfant, j'étais très heureux. J'étais plein d'énergie. Je voulais faire rire les gens. Je faisais des pièces de théâtre à 5 ans. Tout le monde était saoulé. J'y étais, tu vois. Et quelque chose est arrivé. Quelque chose, c'est la puberté. Et tout a changé. J'avais plus le droit de jouer avec les garçons. J'avais plus le droit de parler fort. J'étais sexualisée très vite. Parce que les petites filles sont sexualisées très vite. Et c'est ça qui m'a enlevé mon enfance, je crois. Donc cette chanson me rappelle que, trans ou pas trans, y a une vie commune que les personnes assignées femmes vivent. Et ça m'a juste rappelé que j'étais pas tout seul. Et juste avant, on parlait des expériences à l'école et de la difficulté à être un enfant normal, mais qui peut-être finalement est la même difficulté à être un adulte normal. Et qu'est-ce que la norme ? Vous avez 4 heures. Pauline, toi, tu racontes dans ton livre que tu lisais le dictionnaire. Ouais. Pourquoi ? Parce que en fait, à chaque interaction sociale obligée avec d'autres enfants, fallait que je trouve des moyens de pas leur parler. Donc où je disais que j'avais mal au ventre et j'allais dans la voiture de mes parents, mais genre pendant 10 heures d'affilée, ce qui était hyper bizarre. Dormir du coup ? Ouais, sûrement dormir. Ou alors j'amenais le dictionnaire et je leur disais en fait je suis en train de lire, donc me parlez pas. Et c'était jamais terminé. Mais c'était super chiant, hein. C'était vraiment tout pour pas entrer en relation. Et parfois, ça arrivait que j'aille à des anniversaires et que je m'amuse quand même. Mais je faisais toujours une crise de nerfs pour pas y aller. Et après, ma mère venait me chercher et j'étais là, c'était vraiment génial. Donc voilà, il y avait quand même quelques petits... Mais j'ai rencontré des personnes qui faisaient la même chose. Donc je me suis dit, j'étais pas super bizarre, quoi. Il y a d'autres personnes comme ça. Moi, je faisais ça et du coup, maintenant, je lis Wikipédia quand j'ai des insomnies. Et ça me rappelle, c'est le même... C'est le même truc au final, tu vois, c'est genre tu prends des trucs au hasard et t'apprends des choses au hasard et ça t'empêche, parce que lire le dictionnaire, t'aurais pu lire des livres, tu vois, avec des idées et tout, mais c'est aussi fixer son attention sur un objet vide un peu, enfin tu vois, sur un truc assez neutre en fait. Oui, puis je pense que je pensais que j'allais devenir archi intelligente si je connaissais la définition du mot chaussure, genre, alors que ça sert à rien, mais il y avait un truc de... Puis aussi j'adorais les livres et genre je reniflais à fond les livres et tout, et là je me disais waouh, un énorme livre. Et mais bref, je pense que je me suis créé des petites scolioses avec cette passion. Mais c'est hyper intéressant ce que tu dis que t'allais à des annives et que ça se passait mal, enfin tu t'amusais pas de fou,
Mais tu voulais dire à ta mère que ça s'était bien passé pour... Bah, je pense que j'aimais, mais il fallait vraiment me forcer. Et enfin, tu vois, toutes les rentrées scolaires, je pleurais. Mais c'était ridicule parce que c'est un peu des trucs que tu fais quand t'es petit. Et moi, genre jusqu'au, je sais pas, CM1, CM2, c'était la grosse chialade à chaque fois. Et je remarque que, parce que maintenant je travaille un peu avec des enfants, j'ai fait des livres pour les enfants, des ateliers pour les enfants. Et j'adore, mais je suis tellement en ultra empathie avec les enfants quand ils arrivent à des stages ou quand ils arrivent à des ateliers. Je fais vraiment hyper attention qu'ils ou elles se sentent bien et qu'ils puissent dire s'ils ont un problème et parfois il y en a un qui se moque de l'autre et genre j'ai envie de pleurer, je suis en mode oh non et c'est vrai que j'adore passer du temps avec des enfants et je trouve ça génial, mais je pense que le fait que j'ai pas trop aimé être un enfant, ça aide pour juste pour qu'ils se sentent bien et pas maltraités, parce que on force beaucoup les enfants à sociabiliser et même à faire des bisous, à dire bonjour, à des trucs comme ça, et des trucs avec le recul que moi je trouve hyper grave. Et j'avais ce débat-là avec ma famille en disant moi les gens qui embrassent leur bébé sur la bouche et tout, genre je peux pas, enfin, je trouve ça affreux. Et du coup ouais, il y a pas mal de choses où on se dit bon, il y a des gros problèmes, les plus gros traumas on les a dans notre enfance et on peut quand même aujourd'hui alerter sur ce genre de trucs qu'il faut juste pas faire, quoi. Et justement, en parlant d'alerte, Vince, toi tu racontais des trucs qui étaient quand même chauds sur des histoires d'école, de proches qui ont vécu quasiment de la maltraitance en fait de la part de profs. Au niveau de la façon dont on respecte les enfants, est-ce que toi tu trouves qu'on écoute assez justement leur... Enfin, qu'on les écoute assez quand ils disent non, en fait je suis pas d'accord et tout Les enfants ? Ouais. Pas du tout. Non, je pense qu'il y a une vraie... c'est marrant parce que je fais également beaucoup d'ateliers avec des jeunes, que ce soit dans des collèges, des lycées, des prisons. Je fais pas mal de choses différentes et du coup, ça me permet de voir vraiment plein de personnes différentes et aussi d'apprendre de leur histoire et c'est super enrichissant. Et c'est vrai que j'entends ça chez des jeunes, que leur parole n'est pas écoutée. Et c'est quelque chose qui revient et moi, je déteste les adultes qui prennent qui prennent les enfants pour des enfants. Moi, je pars du principe que... En fait, déjà, être adulte, ça n'existe pas. Moi, je pense qu'on est tous des enfants qui jouons aux adultes, comme quand on était petit et qu'on jouait à la caisse, là, on faisait des trucs, on se prenait pour des adultes. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, on a le physique qui va avec. Et peut-être le métier, etc. Et encore. Ça dépend pour qui, hein. Voilà, non, je veux dire, en tout cas, nous, on nous demande notre carte d'identité, ok, pour acheter de l'alcool. Bon, on pourrait me la demander encore. Tout à l'heure, t'avais des petits doutes sur mon âge. C'est vrai. Tu vois, bon. Pas de barbe. Mais bon, bref, tout ça pour dire que je pense qu'on n'écoute pas assez et je trouve ça dommage qu'il y ait toujours ce rapport un petit peu de l'enfant, enfin les enfants ont moins de choses à dire ou moins à apporter, alors qu'en réalité, pour moi, les enfants, ils ont autant apporté aux adultes parce que les enfants, certes, ils ont peut-être moins vécu de choses, mais par contre, ils sont tout frais et ils ont peut-être quelque chose que les autres ont perdu en chemin. Et du coup, je trouve que moi, j'apprends énormément avec les enfants et les jeunes, ne serait-ce qu'on parlait tout à l'heure de ce truc de boomer, forcément, on vieillit. Moi, je commence à ressentir des choses que je ressentais pas avant, des trucs où je vois que le temps, il passe et c'est super particulier. J'en parlais avec quelqu'un la dernière fois qui me disait Michael Jackson pour les jeunes, c'est Elvis Presley pour nous à l'époque. Ah, tu penses ? Mais oui, et ça, je trouve ça archi bizarre quand tu te dis ça, tu vois. Et en fait, je me rends compte que le temps il passe, et là, je me suis perdu, je sais plus où je voulais en venir, mais ça s'appelle tunnel pour ça. Hein. Voilà, je suis parti dans un tunnel. C'est un super nom d'émission d'ailleurs. J'ai réapproprié le stigmate, comme on dit, tu vois. On faisait quand même dire que je mettais des tunnels, bam, j'appelais mon émission comme ça, et vous allez voir. Et parfait. Non, mais c'était tout ça pour dire que voilà, pour moi, il y a une espèce de on passe le flambeau, et je trouve qu'il faut pas négliger la parole des enfants. Toi, Lou, tu trouves qu'on écoute assez les enfants ? Je sais pas, ça fait longtemps que j'ai pas côtoyé d'enfants, mais parce qu'il y en a pas dans les salles de stand-up. Mais par contre, ce que tu dis, ça me fait penser. Moi, j'ai fait des études de philosophie du coup avant tout ça, hyper utile. Mais c'est génial. C'est génial, mais bon, je m'en sers pas pendant que je fais des blagues, quoi. Ouais. Mais bon, enfin si en vrai, en termes d'écriture. Tu vois. Mais par contre, du coup, je faisais des ateliers de philosophie avec des enfants. Et c'était genre trop intéressant. Je me souviens, on essayait d'imaginer un monde futuriste où il serait super-héros, un truc hyper simple. Et il y a un enfant qui m'a grave marqué, qui d'ailleurs était hyper actif, où tous les profs m'avaient dit « Oh là là, lui, il va te saouler et tout ». C'était le meilleur moment pour lui, de tout d'un coup faire de la philo, de pas être dans les cadres. Et il m'a dit un truc qui m'a grave marqué. Et il me dit « Mais moi, ça m'angoisse d'être super-héros. Après, il faut que je sauve tout le monde. C'est trop de responsabilité. » Je dis « Ouais, t'as bien capté le truc. » Et il avait plus compris certains problèmes philosophiques. Et moi, j'ai appris trop de trucs. Après, c'était juste galère de gérer beaucoup d'enfants. Donc, j'ai arrêté. Mais du coup, moi,
pense qu'on n'écoute pas assez les enfants de manière générale. Bon, bah là, je pense tout de suite à la transition. Hein. C'est une frayeur intense qu'ont les gens sur la transition, que les enfants transitionnent. En réalité, les enfants savent beaucoup plus ce qu'elles veulent. Et par ailleurs, je le rappelle parce que les gens se font une histoire sur les opérations sur les enfants trans, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, ça se fait très rarement. La seule fois où ça se fait, c'est dans les cas d'enfants intersexes et c'est sur la volonté des parents et non pas de l'enfant. Les enfants trans sont juste des enfants qui peuvent prendre, par exemple, des bloqueurs d'hormones qui sont pas très graves. C'est pas à vie, c'est pas définitif, tu peux décider de les arrêter. Il n'y a pas d'opérations qui se font sur les enfants trans. Et du coup, je pense qu'on pourrait beaucoup plus les écouter à ce sujet aussi. Je suis désolée, je reviens à ça parce que c'est des trucs que je connais. Mais non, mais c'est important. Et même justement, on commence de plus en plus à acter le fait qu'il faut écouter la parole des concernés en toute chose. Et dans le cas des enfants, les enfants, même s'ils sont concernés, on va dire oui, d'accord. Exactement, ouais. Tais-toi, quoi. Et je reviens sur cette inquiétude qu'avait cet enfant de devenir un super-héros. Ouais. Est-ce que tu avais des choses qui te faisaient peur ou tu vois, des cauchemars récurrents quand tu étais petit ? J'ai appris que le soleil allait exploser dans je sais pas combien de milliards d'années et ça m'inquiétait énormément. J'étais là genre c'est maintenant. Enfin oui, ou qu'un volcan explose alors que j'habitais genre à Rambouillet. Enfin genre... Ouais, j'avais hyper peur de ça. Les célèbres volcans de Rambouillet. Hein. Non, mais moi, j'étais là, ça va aller jusque-là parce que j'étais obsédée par Pompéi quand j'étais jeune. J'étais obsédée par genre quelle activité je ferais quand je suis genre dans les cendres parce que tu sais, toutes les cendres sont arrêtées et tous ils étaient dans des positions de ce qu'ils faisaient à l'époque. Et du coup, j'étais là, il faut pas que je fasse un truc, faut pas que je sois aux toilettes, faut pas que je sois. J'étais hyper angoissée. Je faisais pipi hyper vite pour éviter que Pompéi arrive. Franchement, t'inquiète, moi j'étais à la Carcassonne et j'avais peur de toucher les murs parce que j'avais peur que les scientifiques se soient trompés et qu'il y ait encore de la peste dans les. Ah, il y a de la peste. Bah, c'est la peste du Moyen-Âge, quoi, tu vois. J'avais peur d'avoir la peste. Voilà. Des peurs, des peurs rationnelles. Vous aviez peur de quoi, vous, Pauline? Moi, j'ai encore peur, et c'est un enfer. J'ai tout le temps peur qu'il y ait quelqu'un qui vienne qui soit chez moi quand je dors et qui me regarde fixement. Et je regarde sous mon lit tout le temps. Parfois, je dors avec la lumière allumée. Enfin, c'est vraiment. Je dors avec la couette, du coup. Et j'ai une petite chienne de 2 ans qui aboie dès qu'elle entend un bruit, ce qui peut être assez chiant, mais en vrai je me dis toujours, s'il y a un man dans ma maison, elle va lui faire peur, quoi, même si c'est un tout petit chien comme ça qui saute partout, voilà. Mais c'était vraiment ça, et du coup j'avais des techniques où j'avais un super grand nounours quand j'étais petite, et je me couchais et je mettais le nounours sur moi en mode genre auto-suffocation, et j'étais en mode ok, si le mec il arrive, il va prendre le nounours et pas moi. J'étais débile, on peut le dire, mais ouais, c'était ça, et ça part pas comme peur, alors qu'il n'y a vraiment jamais eu personne chez moi, mais c'est assez horrible. Vince, toi t'avais des ouais, peurs ou cauchemars? Alors des cauchemars, des peurs, franchement j'en ai eu plein. En vrai, un truc quand même dont j'avais peur, c'était les fourmis. Ah ouais. Ouais, de fou. En fait, quand j'étais petit. Tu nous as raconté ton histoire et m'attendais à un truc et tout. Et j'ai là, les fourmis. Ah bah ouais. Hein. Les mouches, moi. Ça m'a tué. Là, c'est vrai, les fourmis, ça me faisait peur. Un jour, j'ai joué avec des fourmis, c'était pas bien. Mais quand j'étais petit, je jouais avec des fourmis et en rentrant dans la voiture avec ma mère, en fait, j'en avais plein sur moi. Elle m'avait piqué de fou. Et en fait, je m'étais retrouvé, j'enlevais mes. C'était dans quelle ville? C'était à Marseille. Ouais. Et genre vraiment j'ai pété les plombs et en fait ça m'a vraiment fait peur et j'ai vraiment du mal genre par exemple avec les guêpes, les trucs comme ça, genre vraiment. Mais les guêpes à la limite, enfin ouais. Après je veux pas critiquer. Non mais les fourmis, j'ai plus peur des fourmis maintenant, mais par contre les guêpes c'est resté, tu vois. Ah, j'aime pas ce truc qui se faufile dans tes habits, en toi, genre tu sais, il y a un truc c'est peur de l'intrusion un peu quoi. Ouais. Ça se rejoint. Mais clairement, d'ailleurs très marqué par le film. Ah bah moi non, c'était Fourmis, j'ai beau. Non, c'était La Momie qui m'avait marqué là, celui avec les scarabées qui rentrent et qui mangent tes organes. Vous vous rappelez pas de ça? Non. Ça a peut-être joué dans mon processus de peur. Non, moi, mais toi d'ailleurs, tu faisais comment pour les films d'horreur, parce que il y a beaucoup de ça. Mais je ne regarde pas, et c'est horrible parce que tous mes amis ils adorent les films d'horreur, ils veulent tout le temps. Moi ça m'est déjà arrivé d'être à une soirée et les gens mettent un film d'horreur et je mets genre un casque et un coussin sur mon visage et je vais dans la pièce d'à côté, ce qui est genre archi nul. Et sinon je faisais des cauchemars, je regardais Les Experts Miami avec Horatio Caine avec mes parents et ça me traumatisait. Et j'ai quand même vu des petits trucs, genre j'ai vu Shining 2 fois, The Visit, ça m'a traumatisé. Et The Visit, c'est avec les grands-parents. Ouais, incroyable. Celui-là à chaque fois il est sous-côté ce film. Du coup on va pas le spoiler, mais il y a un beau plot twist quoi. Il est sous-côté ce film, vraiment. Non, mais ils sont vieux depuis le début. Non, c'est pas un film d'horreur basique avec du sang partout, des screamers et tout. C'est un film
c'est malin. Tu vois. Genre, C'est c'est comme très bon. C'est comme l'orphelinat, Esther, tout ça, tu vois. C'est un peu Très bon film aussi. psychologique. Oh là, j'ai revu il y a pas longtemps Esther en plus. Toi, t'adores les films d'horreur. En fait, Ah moi c'est je ça qui se kiffe. passe. Non mais Ouais, je kiffe c'est- pas, c'est- j'aime pas le sang, j'aime pas les trucs tu sais qui sont Ouais. genre il y a des films Oui, que mais j'ai les vus, j'ai films arrêté. psychologiques, c'est bien. Genre je sais pas Martyr par exemple, c'est un film je l'ai arrêté carrément, tu vois, genre ça m'a trop j'aime pas, tu vois. Mais par contre, ouais, j'aime bien les films psychologiques, bah voilà, celui dont tu parles, j'aime bien Shyamalan et ce qu'il fait, voilà, ce truc de je sais pas, ça joue avec l'angoisse, avec la torsion de la réalité, je sais pas, c'est des choses qui me fascinent mais je suis pas particulièrement fasciné par la peur, mais je sais pas, les films d'horreur, il y a une ambiance. Et le nombre de gens que je connais qui sont traumas, du coup, justement, pas à cause de peur que leur vie leur a créé. Hein. Non, c'est parce que quand ils étaient enfants, ils avaient des grands frères ou des grandes sœurs qui leur ont fait voir des films d'horreur. Bien sûr. Il y a des films, maintenant tu les vois à l'âge adulte, tu te dis, mais si tu les vois enfant, mais comment est-ce que tu peux processer ça? Ouais. Moi, je sais que Pinocchio, ça m'avait traumatisé. Hein. Ah ouais, c'est non, mais traumatisant. Ils ont hein. changé en âne. là. Exactement. Il a un c'est bon. immense Archi nez, quoi. traumatisant. I'm not Mais non, mais c'est alone. pas son nez. Mais... Moi, j'avais vu Kill Bill un peu trop jeune aussi. Ah, mais oui. Et je pense que je suis restée, après que le film soit arrêté, je suis restée comme ça sur le lit, genre pendant super longtemps, en mode j'aurais jamais dû voir ça, quoi. Tu m'étonnes. Bah tu sais quoi, tu parles des trucs comme ça, Tintin et les 7 boules de cristal Oh, avec horrible. Raskar Oh là Kapak. là là là. Pour ceux qui se rappellent, vraiment, ça faisait bader de Ah fou. ouais. C'était mon premier film d'horreur, je pense. Tu te gardes J'avais la pas tête. vu celui-là. Ah vraiment, regarde, même là, je pense que ça va te faire peur aujourd'hui. Je te jure, c'est possible. je te jure, il y a un petit Moi, truc. on avait les. Tu sais, je sais pas si vous vous rappelez, quand on était petits, on avait. Enfin, ça dépendait des familles, mais t'avais tes cassettes et tes DVD, mais t'en avais un certain nombre, du coup, tu les regardais un peu en boucle, quoi. Et moi, j'avais un truc Tintin, les cigares du pharaon, que genre on avait eu au garage, tu vois. Et il faisait bien peur aussi, ouais. C'est lourd, Tintin. Justement, t'avais des bails de, momie, tu dois te cacher dans des trucs, mais au Oui, final, oui, carrément. Enfin, bon, on va un peu faire redescendre le niveau de peur. Pauline, toi, t'as choisi comme chanson Don't Lie des Black Eyed Peas. Ouais. Pourquoi? C'est marrant parce que du coup, ta chanson, il y avait un truc hyper émouvant et tout, et moi, c'est genre les Black Eyed Peas. Non, mais moi, je suis super dramatique. Faut pas. Ah, mais ça fait Mais une tradition justement, avec Pinocchio. moi, Oh, genre, babe, my nose is getting big. Ah, waouh, Eh. incroyable. Non, mais moi, c'est juste, en fait, je pense que j'avais pas bien compris la question et je me suis dit un truc que j'écoutais quand j'étais enfant. Mais c'était complètement ça la question. Et tu je pouvais me- l'interpréter comme tu voulais. Hein. Non, mais je suis trop nulle. Et non, et en fait, du coup, je me souviens de quand on a toujours écouté énormément de musique avec ma mère et mon beau-père hyper fort. C'est-à-dire que n'importe qui allait se doucher prenait une espèce d'enceinte ou un truc et on mettait la musique à balle. C'est bizarre qu'on soit pas tous sourds d'ailleurs. Et donc, à un moment, on allait à la plage en Espagne et on mettait les Black Eyed Peas à fond avec du coup ma mère qui avait, je pense, je sais pas quel âge, mais mon beau-père avait 10 ans de moins. Donc, il nous faisait découvrir des trucs de Jones un peu. Et avec mon frère, on était tout petits, on était là, trop stylés. Donc un souvenir de route de vacances pour Pauline. Que signifie notre famille quand on est enfant, puisque finalement c'est la seule communauté sociale que nous ayons dès le début, le référentiel. Est-ce que vous pensez qu'on peut se détacher de la représentation du monde que nous a donné notre famille? J'espère. Je sais pas si vous voulez commencer. Non. Si vous avez des choses. Bah, Sinon je fais la plouf, donc allez-y. fais la plouf. Ok. Plouf, plouf. Vas-y. Eh ben allez, c'est parti. C'est une plouf très très ciblée. Je l'ai vu hocher la tête, j'étais là, ok, il y a Ouais, quelque de chose fou. à dire. Ah, mais c'est je vais pas parti. couper la parole après, tu vois, genre. Bah moi, je pense que oui, parce que déjà c'est mon cas. Il y a beaucoup de choses avec lesquelles je suis en désaccord avec ma famille et je pense que voilà, il y a des choses dont j'ai réussi à m'émanciper. Je pense que après ça dépend de chacun. En fait, c'est toujours difficile de trouver une réponse unique à quelque chose, alors qu'en fait il y a tellement de pluralité dans les familles, dans les personnes, etc. Mais je pense que c'est possible et je pense même que c'est nécessaire, qu'il faut remettre en question et je pense que c'est difficile quand on est enfant, mais passer je trouve vers l'âge de 20 ans à 25 ans, je trouve que c'est vraiment l'âge où on apprend à remettre en question ses parents et à les voir aussi autrement que juste comme ses parents, mais aussi les voir comme deux personnes qui s'aiment. Ça a aussi été des enfants, des frères, des sœurs, etc. Et en fait, quand on commence à voir ses parents comme ça peut être un peu difficile. Je trouve il y a une part de deuil. Exactement. Moi, il y a eu un peu un truc où j'ai eu du ressentiment. Enfin, pas du ressentiment, mais ça m'a éloigné d'eux pour ensuite me recréer un nouveau lien, on va dire, avec eux qui était plus adulte. Et voilà, moi, c'est ça le rapport que j'ai eu. Mais je pense que c'est pas le travail de tout le monde et parfois, on n'a pas les épreuves ou les choses qui font qu'on peut remettre en question. C'est vrai que c'est marrant ce moment de réalisation où on voit qu'en fait nos parents sont des personnes et sont pas juste papa ou maman. Lou, tu l'as expérimenté ça, ce moment de réalisation justement sur ses propres parents? Ouais, ça m'a pris du temps. Moi, pour faire très court, c'était très compliqué avec mon père, ça l'est toujours. Et du coup, j'ai
dû quitter la famille parce qu'il l'a quitté en premier. Et du coup, genre, ça a été un vrai truc. Après, j'ai de la chance, j'ai 5 frères et sœurs. J'ai 5 frères et sœurs, donc on était très soudés, on l'est toujours très proches. Et puis, j'ai 2 mères qui ne sont pas ensemble, juste c'était les 2 femmes de mon père à un certain moment. Donc, je suis très bien entourée, mais ça a été très difficile. Mon père étant quelqu'un d'extrêmement manipulateur, il a fait croire des choses et on était tous un peu sous son joug. Et là, je commence tout juste à déconstruire des trucs qu'il m'a laissés, que je vois que des fois, quand je monte sur scène et que je me trouve nulle, c'est pas moi qui pense ça, c'est quelqu'un qui m'a appris ça. Ou quand je déteste mon corps parce que je suis trans, pareil, c'est pas moi qui ai appris ça, c'est les autres qui m'ont appris ça. Du coup, je suis pile dedans. Et du coup, ce discours de déconstruire, de voir le parent comme une personne, je suis là, ok, est-ce que je vois pas mon père comme une personne, c'est le problème? Je suis là, non, des fois, il y a des parents, ils sont toxiques, il faut s'en séparer, et c'est primordial. Et pour le coup, moi, ce qui m'a sauvée, c'est la communauté queer, la communauté LGBT. On parle beaucoup de famille choisie. Je déteste ce terme parce que moi, famille, ça appelle toujours à quelque chose de dysfonctionnel. Mais par contre, famille choisie, c'est vraiment ça, puisque mes amis deviennent ma famille, ce sont pas des parents, mais on crée... on remplit entre nous des besoins affectifs, des besoins d'aide qui sont là et on se sent compris. Et du coup, pour moi, mes amis, c'est ma famille. Ma famille reste ma famille. Mais mes amis, réparent quelque chose. Et ça, c'est quelque chose qu'on sait particulièrement faire dans la communauté queer, je trouve. Et je suis extrêmement reconnaissant pour ça. Mais parce que, en plus, on ne choisit pas sa famille, mais voilà. Tout le monde l'aura répété comme ça autour de la table, et puis on aura bien justement enfoncé toutes les portes ouvertes. Mais même, on ne choisit pas non plus les codes du milieu dans lequel on grandit, les codes, comment ça fonctionne, la communauté sociale dans la ville ou le village d'origine, etc. Sûr. Alors que là, en fait, ce que tu expliques, c'est qu'il y a un moment où justement, quand tu débarques à Paris et que tu commences à traîner dans une certaine communauté, là, tu traînes avec des gens qui te ressemblent, te comprennent. C'est ça. Et oui, il y a vraiment un choix qui tient pas juste de l'aléatoire, du je suis né dans cette famille à tel endroit. Non, ouais. Tu te mets en lien avec des personnes qui te ressemblent, quoi. Mais c'est difficile, ce processus. Bien Comme sûr. tu dis, il y a une part de deuil. Et si tu as de la chance, le parent est toujours là après ce deuil-là. Et si tu as moins de chance, il n'est plus là. Mais par contre, il y a plein d'autres gens, quoi. Et c'est pour ça que, pour moi, mon spectacle, c'est beaucoup des personnes isolées. Puisque ça parle, c'est pour tout le monde, mais ça parle aux personnes queer. J'ai voulu le faire pour que des gens se sentent moins seuls dans la salle. Bien sûr. Tu vois. C'est surtout ça. Ouais, au-delà du rire, il y a beaucoup de care, en fait. Exactement, ouais. Pauline, toi, au niveau des codes dans lesquels tu as pu grandir, que ce soit donc dans ta famille ou dans ta ville d'origine, est-ce que tu as l'impression d'être encore en plein accord avec ces codes-là, ou justement de t'en être affranchie? Bah moi du coup, alors je m'appelle Pauline de Tarragone, donc tout le monde pense que j'ai grandi dans un château avec des vallées, mais en fait pas du tout, parce que moi j'ai grandi avec donc c'est le nom de famille de mon père. Et moi, j'ai grandi avec ma mère à Avignon, donc donc mes parents, ils ont divorcé. Moi, j'avais 3 ans, mon frère, il avait 5 ans. Et ma mère s'est mise avec un homme 10 ans plus jeune. Donc, du coup, c'était vraiment le foutoir chez nous, mais on rigolait beaucoup. Et en fait, c'est vrai que quand j'allais chez mon père, c'était plus donc le côté plus aristo, tradition chrétienne. Il faut aller à la messe, il faut faire ça, il faut avoir des bonnes notes, il faut aller dans des rallyes. Et ça, moi, j'ai vachement rejeté dès l'enfance, parce que déjà que j'étais associable, si en plus il fallait aller s'amouracher de Jean-Henri de La Fontaine, c'était pas possible, quoi. Donc du coup, au fur et à mesure du temps, je suis allée de moins en moins du côté de chez mon père, parce que je me sentais pas très à l'aise dans ces milieux-là. Et en fait, à un moment, quand j'ai commencé à me demander pourquoi j'avais été tout le temps angoissée dans ma vie et pourquoi j'étais tout le temps énervée, j'ai vachement confronté mes parents. Alors d'abord ma mère, parce que mon père, je le connaissais pas trop. Et on s'est beaucoup engueulé, parce qu'en plus, il n'y a pas trop de hiérarchie dans ma famille. C'est un peu comme si on était tous frères et sœurs, ce qui est pas hyper sain, je pense. Mais c'est vrai que moi, parfois, je dis à ma mère, t'es un connard, par exemple. Tu vois, moi, je trouve ça normal. Mais quand les gens ils viennent chez moi, ils sont en mode, t'es une malade de parler comme ça à ta mère. Voilà, mon frère, pour moi, c'est mon petit frère alors que c'est mon grand frère. Enfin, il y a tout qui est un petit peu inversé. Et donc, avec ma mère, on a beaucoup parlé, on s'est beaucoup engueulé, et maintenant, on est très proches. Et mon père, un jour, je lui ai envoyé un mail et je lui ai dit, mais en fait, je te connais pas. Je sais pas qui tu es. Je sais pas qu'est-ce que tu as fait avant. Je sais pas. J'ai pas très bien compris pourquoi t'es parti. J'ai pas très bien. Et en fait, à partir de ce moment-là, je me suis dit, bon, on va arrêter de se parler. Et on est devenus beaucoup plus proches. On s'est mis à déjeuner ensemble un peu toutes les semaines. Et je me suis rendu
rendu compte qu'en fait, il était exactement pareil que moi, hyper névrosé, hyper angoissé, et en même temps, à tout le temps faire le clown et tout. Et du coup, j'ai comme découvert une personne que je connaissais pas à, on va dire, 22 ans. Et par contre, il y a des gens dans ma famille avec qui ça passe pas trop. Et moi, je me suis jamais senti l'obligation de devoir passer du temps avec. C'est vrai que parfois, il y a des gens qui me disent moi, Noël, c'est horrible et tout, je suis obligée. J'ai pas mal d'amis qui peuvent pas rester plus de 2 jours chez leurs parents et tout. Et c'est vrai que moi, j'essaye de leur dire vraiment, tu peux venir chez moi et t'es pas obligé parce que c'est ton frère ou parce que c'est ton père Après, je sais que c'est dur parfois de couper le contact avec des gens qu'on aime et avec qui on a grandi, mais si c'est des personnes vraiment trop toxiques, je trouve que c'est ok de dire t'es pas ma famille en fait. Voilà. Ouais, non, mais c'est vrai que même réhumaniser ses parents, enfin, au sens les voir comme des personnes, ça permet aussi de mieux se comprendre et peut-être de mieux poser ses limites aussi. Oui, puis je pense que c'est pas grave à un moment être dans une situation archi conflictuelle si c'est pour le mieux après, quoi. Et c'est vrai que moi, j'adore poser des questions, même sur l'adolescence, sur l'enfance et même les grands-parents. Et d'ailleurs, j'ai une personne qui a été très importante dans mon enfance, qui est ma grand-mère. Et on me parle très souvent de ma grand-mère. Et en fait, j'ai pas trop envie d'écouter parce que moi, je voulais savoir ce que elle pense et comment les gens la décrivent. Ça doit être un peu vrai, mais j'aurais vraiment aimé savoir comment elle réfléchissait. Et bon, maintenant, c'est pas trop possible, mais j'essaye de faire des trucs un peu mystiques où je suis en mode qu'est-ce que tu me conseilles, mais ouais, en tout cas moi aussi pareil, j'ai quand même des amis autour de moi à qui parfois je me sens 10 fois plus à l'aise de parler de certaines choses, et notamment des moments où j'allais archi mal, où c'était mes amis qui venaient et qui pétaient un peu ma porte et qui étaient là, je vais rester avec toi ce soir que tu le veuilles ou non, et ça ressemble à une famille finalement. Vince ? Moi, comment je me sens vis-à-vis de ma famille, etc. Après, dans la mesure de ce que tu as envie de raconter non, aussi. Non, bien sûr. Après, moi, personnellement, je dirais que déjà, ça se passe plutôt bien. Après, forcément, t'apprends à connaître les gens avec leurs limites. Moi, je sais que mes parents, ils m'ont eu à 39 ans. Je suis le dernier d'une famille de 5 enfants. Donc, moi, déjà, j'ai de la distance d'âge avec mes parents. Moi, ils ont 70 ans cette année. Ma mère vient d'avoir 70 ans. Et forcément, on n'est pas du tout de la même génération en fait. Moi j'ai, je sais pas, ma meuf, ses parents ils en ont 50, tu vois, ils ont la cinquantaine en fait. Et c'est pas du tout le même rapport, on parle pas du tout des mêmes choses et tout. Donc je pense qu'il y a déjà une distance d'âge où on pense pas exactement la même chose sur tous les sujets de la vie, de société, etc. Donc forcément aussi ça peut créer de la distance. En revanche, voilà, je sais que ils ont plein je parle pour mes parents en l'occurrence, mais ils ont plein de qualités qui font que voilà, je les remercie sur plein de trucs. Après, je pense que tu apprends avec le temps à prendre ce qui est intéressant et à essayer tant bien que mal de te défaire de certaines choses. Voilà, tu parlais tout à l'heure de choses qui restent et un petit peu des pensées un peu, tu vois, cette voix qui te dit ouais, je suis qu'une merde ou je sais pas quoi. Bah ouais, moi aussi je sais que je peux avoir ce truc là. Mes parents ils étaient très sévères, enfin ils étaient assez durs au niveau des études, ils avaient beaucoup d'exigences et bon, moi le parcours il était compliqué, donc moi j'ai toujours été dans l'opposition malgré moi parce que ça marchait pas à l'école et eux ils voulaient que je fasse l'ENA, tu vois, enfin je grossis le trait, tu vois, mais du coup c'était déjà mal barré et mais voilà, aujourd'hui je sais que j'ai encore des choses à gommer. Je pense que peut-être ça prendra toute une vie et peut-être j'arriverai jamais, mais après voilà, il y a des choses qu'on garde avec le temps parce que c'est aussi ça qui nous forge. Ce soir, nous parlons de l'enfance avec mes invités, la dessinatrice et chanteuse Pauline de Tarragon, le rappeur Vince et l'humoriste Lou Trottignon. Et on va à nouveau repartir sur une question un petit peu intense, mais vous allez la comprendre parce qu'on a tous entendu ça. Est-ce qu'une enfance difficile peut être une excuse à tout ? Oh non. Absolument pas. Il faut arrêter d'excuser les artistes aussi. Parfois, ils sont juste trop chiants et on est là, c'est un artiste. Franchement, on a des vies quand même assez chouettes pour la plupart. Et genre, ce truc de il est en retard, c'est un artiste. Il est désorganisé, c'est un artiste et tout. T'es en mode non, ça alors va. Alors que c'est parce qu'il est Cancer ascendant Capricorne. Clairement. Mais. J'ai oublié déjà la question, la capacité d'attention. Est-ce qu'une enfance difficile est une excuse à tout ? Non, et voilà, j'allais même dire des troubles, que ce soit des troubles mentaux et des choses comme ça. Parfois, il y a des gens aussi, moi j'en connais, même si
la plupart des gens sont... On les salue s'ils nous écoutent. Voilà. Et j'en fais partie, mais c'est vrai que moi, je me suis toujours dit, je vais pas utiliser le fait que j'ai un diagnostic pour me comporter comme une merde, parce que ça discrédite aussi les autres, en fait, quand tu fais ça. Si tu dis, genre, en fait, je suis incapable de te traiter bien parce que j'ai ce diagnostic-là, c'est faux. Enfin, il y a des choses il y a des nuances, il y a des choses peut-être d'empathie, des choses comme ça qui sont plus compliquées, mais par contre, t'es toujours en capacité d'entendre qu'on te reproche quelque chose ou qu'on te dit peut-être tu peux faire attention à ça, tout ça, mais bon, voilà, toujours ça, faut voir ça dans la nuance, mais voilà, enfance compliquée, diagnostic, tout ça, tu peux pas te comporter trop mal. Mais c'est comme les hommes hétéros qui aiment trop maltraiter toutes les meufs parce qu'une fois ils ont souffert, tu vois, enfin... Pardon. Non, moi je les adore, tu peux lire mon livre, c'est vraiment une ode aux hommes mais moi hétéros. aussi je les salue d'ailleurs derrière ce micro, mais bon, ça n'excuse pas tout. Ouais, non, c'est vrai. Parce que leur prof de maths, elle leur a mis un 12 une fois. Du coup, maintenant, ils vont dire toutes les femmes sont des salades. Ouais, la backstory, elle est souvent éclairée. Pas mal 12 en maths, quand même. Moi, j'aurais bien aimé. Vince, est-ce qu'une enfance difficile peut être une excuse à tout ? Déjà, absolument pas à tout. Et pour moi, même pas grand-chose. Je pense que par contre, ça donne des clés de compréhension pour les gens qui entourent la personne. Et je pense que c'est même nécessaire et qu'on doit faire tous un devoir de compréhension envers les autres êtres humains. Et je pense que si tout le monde faisait cet effort, il y aurait beaucoup moins de problèmes dans le monde. Mais je pense que c'est un peu le problème des êtres humains, c'est qu'ils ont du mal à se mettre à la place des autres et ils ont d'abord envie d'être compris avant d'essayer de comprendre l'autre. Et je pense que ça peut permettre de comprendre des choses. Quand on est blessé par quelqu'un, le fait de le comprendre, je trouve que ça permet aussi des fois de moins prendre les choses pour soi, de peut-être resituer les choses. En revanche, ça ne doit pas excuser. Et voilà, faut vraiment discerner, comprendre et excuser. Et non, ça n'excuse rien. Et toi, Lou, sur cette question de est-ce que une enfance difficile peut être une excuse à tout ? Ça excuse absolument tout. Non, le mec est là. En fait, depuis le début, je suis Darmanin. Excusez-moi. Et du coup, non, évidemment, ça excuse pas tout. Après, je pense vraiment comme Vince, pour le coup, que par contre, ça a des clés de compréhension qui aident. Moi, c'est plutôt par rapport à moi-même, donc je rentre totalement dans le truc de je mets pas à la place des autres, mais c'est juste pour expliquer que des fois je suis hyper dur avec moi-même ou j'arrive pas à faire un tel truc, et souvent il y a mon copain qui me dit ok, genre souviens-toi de tout ce que t'as vécu jusqu'à tes 25 ans, c'est ok que là tu sois un peu fatigué, un peu stressé, du coup ça excuse pas, mais comme tu dis, ça donne des clés de compréhension pour soi, sur les autres, et voilà, mais j'ai rien trop à ajouter à part que non, ça excuse pas, en tout cas des actes graves, c'est sûr que ça n'excuse pas. Et comment on fait justement quand on a vécu des choses plus ou moins difficiles dans l'enfance, mais je crois qu'une chose difficile nous semble toujours très difficile quand on l'a vécu, pour ne pas que venir la répercuter. Enfin, on entend beaucoup parler actuellement de psychogénéalogie et de cycles qui se répercutent dans les familles, etc. Comment on fait pour se dire que le passé en fait doit rester dans le passé et que dans le présent on peut construire le futur ? On ne fait pas d'enfants. On a deux réponses, genre. Mais je suis curieuse d'avoir ton avis parce que je trouve qu'il y a deux écoles là-dessus. Non, mais en vrai, moi j'aime beaucoup les enfants et genre jusqu'à maintenant j'étais en mode c'est évident que je vais faire des enfants, j'adore les enfants et en fait déjà vu que je fais que dormir et que je vais bien une semaine sur 4, je me dis ça peut être compliqué et ensuite moi les premières fois où je suis allée voir une psy, donc j'étais assez jeune et j'étais en mode est-ce que vous pouvez me guérir parce que j'ai pas envie que si j'ai un enfant il soit trop bizarre comme moi, donc comment on fait? Et elle me dit mais vous pouvez pas venir parce que votre objectif c'est de pas rendre votre enfant fou qui n'existe pas en fait, il faut d'abord vraiment s'occuper de soi. Et c'est vrai que moi-même, dès que je commence une relation et tout, je préviens la personne, je lui dis là, ça peut être vraiment génial et dans 2 semaines, genre je te déteste mais t'as rien fait, mais genre je veux que tu t'en ailles très très loin. Et le lendemain, je me souviens plus pourquoi j'ai fait des choses comme ça. Et j'ai encore oublié la question, c'est fou. T'inquiète, c'était sur est-ce qu'on peut justement balayer un peu le passé et se consacrer au présent et au futur, donc potentiellement à d'autres enfants qui viennent à qui on ne transmet pas ça. Voilà, je pense qu'en effet, ce qui est important, c'est de s'inspecter soi-même et de tout faire. Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est un peu le minimum qu'on a à faire quand on est là sur Terre et surtout en ce moment dans cette société, c'est essayer de vivre sa vie, mais sans écraser les autres et en essayant de comprendre les autres et en ne se moquant pas dès qu'on connaît pas quelque chose ou juste parfois.
écouter au lieu de donner un avis aussi, ça peut être intéressant. Et ensuite, si on veut faire un enfant, juste se renseigner aussi sur comment ne pas traumatiser un enfant, parce qu'il y a maintenant plein de livres et plein de choses là-dessus. Parce qu'en plus, ça fait super plaisir à Emmanuel Macron quand on fait des enfants, donc... Ah oui, merde, je vais aller en faire un alors. Je vais l'appeler Manu, juste pour lui. D'ailleurs, ça me faisait penser à la musique de Medine, Enfant fort. Faut faire des enfants forts, c'est mieux que de réparer les adultes cassés. Et je pense qu'il faut quand même essayer de réparer les adultes cassés. Aussi. C'est pas mal. Mais déjà, je peux parler pour moi, mais je pense que moi, mes blessures et ce que j'ai vécu m'appartient, et quelqu'un a peut-être vécu quelque chose de totalement différent. Bien et sûr. Avec une intensité beaucoup plus grande, donc je peux pas parler pour cette personne. Je pense qu'il y a des trucs, franchement, je pense que malheureusement il y a des choses dont on ne guérit pas en fait. Et au même titre, il y a des choses dont on peut guérir. Je pense qu'il existe tout dans le monde. Et s'il existe des choses dont on peut guérir, il existe également des choses dont on guérit très difficilement, malheureusement. Et je pense qu'après, ça dépend à chacun. Quelle est la part d'effort que tu mets pour essayer de guérir. Moi, j'ai connu des gens qui étaient c'était compliqué et qui faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour essayer de s'en sortir, et à l'inverse d'autres personnes qui ne le faisaient pas. Et malheureusement, quand la personne en plus elle fait pas d'effort, que parfois elle peut faire preuve de mauvaise foi et finalement rester dans son discours de persuasion, et qui va même peut-être essayer d'aller vers des gens qui lui pour pouvoir continuer de raconter son histoire, et que les gens disent ouais t'as raison et tout, tu vois, et qui se rendent pas compte de la supercherie. En fait, la personne s'enferme dans son monde. Moi, ces gens-là, j'en ai connu, et malheureusement ils font plus partie de ma vie, et je leur souhaite d'arriver à se remettre en question, mais ces gens-là, moi je m'en éloigne. J'ai trouvé une citation d'un certain François de Singly qui dit: l'enfance ou l'adolescence que je raconte, ce n'est pas mon enfance objective, c'est l'enfance dont j'ai besoin aujourd'hui pour justifier mon expérience et ma construction identitaire. Ouf. Ça rejoint un peu. T'as choisi comme titre, toi, un titre de Queen, Show Must Go On. Yes. La vie doit continuer, finalement. Ouais. Pourquoi t'as choisi ce titre ? Parce que c'est un morceau que j'entendais beaucoup quand j'étais jeune, et voilà, exactement ça. Et je voyais mon frère, et je fais une petite dédicace, avec qui j'ai un lien très particulier, et qui jouait énormément ça au synthé. Ce soir, nous parlons de l'enfance avec mes invités Lou Trottignon, Vince et Pauline de Tarragon, a.k.a. Pyjama, qu'on vient donc d'entendre en feat avec son papa. Tout à fait, qui n'est pas du tout chanteur, je précise, qui est graphiste, infographiste. Mais du coup, c'est très mignon, parce que quand on va sur Spotify, on voit album de Pyjama, les questions, feat papa, et du coup, tu te dis, mais c'est qui papa ? C'est un artiste qui s'appelle papa ? Non, c'est papa. C'est Stéphane. Trop marrant. C'est trop mignon. Ouais, c'est vraiment mignon d'entendre sa voix, parce que du coup, je pense que plus tard, je réentendrai et je me dirais, waouh, il avait encore une voix de jeune. Et voilà, c'est gravé un petit peu un truc dans le... Puis c'est hyper mignon de se dire qu'il y a un featuring du coup entre ton père et toi, que les gens peuvent écouter chez eux. Et... Stylé de fou. En plus, moi, je le voyais un peu comme une blague, cette chanson, et il y a plein de gens qui m'ont dit qu'ils avaient été hyper émus et tout, et en fait, je trouve ça rigolo. Et mon père, du coup, il a fait un concert dans sa vie, et c'était une cata, parce qu'en fait, il s'est pas chanté du tout. Et là, c'est vachement trafiqué, l'enregistrement. Mais il a adoré faire ça, et c'est marrant parce que c'est pas du tout une rockstar, quoi. Mais l'anecdote est hyper mignonne. Et du coup, je reste avec toi, Pauline. Donc là, actuellement, tu es principalement dessinatrice et chanteuse, mais tu fais aussi de l'art plastique, puisque du coup, c'est marché de créateurs et créatrices. Tu y vends des petites figurines que tu fais ? C'est ça, ouais. En fait, j'ai une nouvelle passion depuis 1 an, 2 ans. C'est que je fais plein d'objets miniatures en argile. C'est vraiment bizarre, mais je passe mes journées à faire ça quand j'ai du temps libre. Par exemple, là, j'avais de la peinture tout à l'heure parce que je fais ça, et comme j'en ai plein chez moi, j'ai fini par les vendre comme merch à mes concerts. Et au début, je les vendais en me disant putain, ils vont se péter en 2 secondes et les gens ils vont revenir me hurler dessus. Et en fait, ça tient pas mal. Mais parce que là, je suis devenue chimiste et tout, je fais des combinaisons de vernis, de couleurs, de peinture et tout. Et voilà. Et donc, je participe à des marchés de illustrateuristes, dont un samedi qui s'appelle Planche Heureuse et qui est à place de l'Hôtel de Ville. D'accord, donc à Paris, voilà. Place de l'Hôtel de Ville. Voilà. Samedi. Et qu'est-ce que tu voulais être quand tu étais enfant ? Parmi tous ces métiers ou pas d'ailleurs ? La musique, j'ai pas du tout envisagé ça. J'ai commencé à envisager ça genre à 16 ans. Donc c'était pas du tout dans mes plans. Et le dessin, je l'ai toujours fait, mais je me suis dit, il n'y a pas moyen que ce soit un métier. Je me disais, c'est trop chouette. Et donc du coup, je crois que j'ai voulu être hôtesse de l'air. Pardon, je me suis imaginée en hôtesse de l'air, la catastrophe. Et
Tu peux nous faire le signe? Non, mais les gens verront pas à la Je te vois trop être là. C'est où la sortie? Non, mais C'est vraiment, toi qui dois savoir. j'aurais essayé de sauter plein de fois, ça aurait été une catastrophe. Mais et surtout, je déteste les habits pas confortables et genre tout ce qui est. Là, j'ai mis du maquillage tout à l'heure parce que je me suis dit, on dirait que je viens d'être déterrée d'un cimetière parce que j'étais fatiguée et du coup, voilà, je supporte. Mais sinon, tout ce qui est chignon tiré, la jupe, le machin, et puis surtout, je pense j'ai fait du service pendant un temps et les gens, je les ai trouvés affreux. Ouais, les gens sont et pas gentils. les hommes notamment qui C'est quoi le draguent service? pendant que tu travailles, que j'étais serveuse genre le au taf de festival service d'Avignon dans des restaurants où genre des mecs qui m'attrapaient par la jupe, des trucs comme ça, et je me dis, hôtesse de l'air, il doit probablement t'arriver des trucs. Tu dis à Avignon ou en Avignon? Parce que j'ai vu que Alors- t'étais née à Avignon, j'étais attends, mais elle est pas née en Avignon. Aucun Avignonnais dit en Avignon. Et pourquoi on dit ça? C'est les C'est C'est la Parisiens. première fois que j'entends ça. Hein. C'est- En Avignon. Moi, j'ai jamais Toi, entendu tu dis ça, ah j'avoue. Ah, moi je dis Avignon. Ah Je suis oui, né à voilà. Avignon en plus, donc je peux le T'es dire. né à Avignon, mais c'est Je suis né à incroyable. Avignon, Et ben, personne dit en Avignon. C'est les Parisiens qui mettent des habits en lin et qui viennent l'été, ils disent en. Et pourquoi ils disent en Avignon? Mais pour se la péter, genre, ils Nous adorent sommes le en théâtre. Avignon, Ils tu vois. adorent le Mais je crois théâtre. qu'ils disent aussi en Sorbonne, on dit pas à la Sorbonne. Quand on est bien élevé, on dit en Sorbonne. Ah bon Ouais. Waouh, c'est cool. Mais c'est qui vraiment laisse un ça truc en dehors de bourgeoisie, Avignon. quoi. Ouais, c'est ça. il y a ça, ouais, je pense. Hein. Ils vous ont gentrifié Avignon. Ouais, je sais pas trop quoi dire sur cette ville. Toi, tu voulais faire quoi dans la vie quand t'étais petit? Bah, le rap, ça t'a pris tôt quand même. Moi, le rap, ça m'a pris vers 12-13 ans. Avant, j'ai dit, hein, franchement, je voulais dessiner, je voulais faire des mangas et tout. Avant, je saurais pas dire, mais en tout cas, je voulais vraiment faire quelque chose d'artistique. J'étais aussi beaucoup passionné par les sports de combat. J'aimais beaucoup les arts martiaux et tout. C'est quelque chose que j'ai pratiqué jusqu'à un déménagement. Et en vrai, lors d'un déménagement, on a changé de club. Et je sais pas ce que le gars il avait contre nous, mais mon frère et moi, il nous a fait arrêter le karaté en 6 mois. Ah. Et, Les je deux en pense même temps? Ouais, les deux en même temps. En fait, il y avait un antécédent avec mon ancien prof. Ok. Entre les deux, je pense. Et parce que quand on l'a dit à mon autre prof de Lyon, ouais, on va là-bas, il était en mode ah. Donc peut-être qu'il y avait un truc, on sait pas, mais en tout cas, ouais, il nous a vraiment dégoûté de ça. Et après, j'ai repris plus tard. Mais voilà, l'idée de faire une carrière là-dedans, c'était mort. Là, tu peux le dire aux gens, ça peut être l'équivalent de ouais, tu sais, j'ai fait les ligaments, mais sinon. Ah j'ai une ouais, carrière au clairement, foot. ouais, bon. Après, je sais pas si je peux dire ça, parce que je sais pas si j'aurais été loin. Mais en tout cas, j'étais passionné par ça. Vraiment, je kiffais voilà, le côté un peu la culture japonaise, le côté arts martiaux, tout ça. C'est vraiment un truc que je kiffais jeune. Mais dès que j'ai découvert le rap et le fait de pouvoir en fait, dire des choses, écrire. En fait, là-bas, j'écris même des poésies. Mais l'art des mots, de s'exprimer, ça, dès que ça m'a piqué, en fait, c'est jamais parti. Puis il y a quelque chose aussi qui rejoint ce que disait Lou sur le fait de faire rire, mais aussi de faire du bien et de parler de sujets. Ouais. Toi, tu parles de choses, de thématiques, tu t'engages de fou quand tu. Ouais, tu vois, bien sûr, ouais. Chose que tous les rappeurs ne font pas actuellement. Ah, ça, c'est certain, ouais. Clairement, ouais. Après, je jette pas du tout la pierre, mais c'est Non, vrai mais que. c'est pas, oui, mais on est pas sur le discours de Boomer. non, bien Et sûr. je crois qu'il a jeté Tous ces la vilains pierre, là. rappeurs, là. J'ai vu la pierre, elle est au Il centre. y a plein de petites pierres depuis le début. Non, mais je veux Ouais, dire. non, mais je suis d'accord avec toi, et même moi, pour être tout à fait honnête, et quand même pour mettre un pavé dans la mare, je trouve ça un peu triste. Voilà. Je trouve ça quand même triste parce que je trouve qu'on parle de plus en plus de la même chose, et mine de rien, je trouve qu'on est quand même dans un monde où ça va quand même de plus en plus mal, et je trouve qu'il y aurait beaucoup de sujets à traiter, et je trouve ça dommage que ce soit pas assez fait. Il y a une séquence sur laquelle j'aimerais en revenir, c'est qu'il y a quelques semaines, on recevait Danny Dan, ici même d'ailleurs, qui était assis à J'ai ma vu des gauche extraits, également. ouais, carrément. Et je lui demandais est-ce que le rap c'est de droite ou de Ouais, gauche, donc il répond. Il a tout dit. Et en fait, comme je suis en cross-post cette publication, je vois encore les commentaires, j'ai les notifs. Les gens continuent à commenter. Ah oui. Et il y a plein de gens, notamment des gens super jeunes, qui sont en mode non, mais arrêtez de tout vouloir politiser. Le rap, ça n'a pas à être. Bah si, le rap, c'est quand même censé Quand être même. politique. Mais tu vois, c'est genre. un mouvement politique en fait, le Ouais. rap. C'est une contre-culture populaire à la Mais on base. te dit pas de faire que des. Enfin, t'es pas obligé de faire porcherie de Berrurie Noir dans chaque son. Non, mais Mais- non. Mais pour moi, c'est une histoire honnêtement, c'est une histoire de valeur en fait à la base. Et je pense qu'au-delà du discours, en fait, le discours a changé dans le rap. On va pas partir dans un grand sujet, mais On je trouve ira que le faire la révolution après l'émission. exactement. Faire une petite manif. Non, mais en fait, je trouve que le discours a changé dans le rap. Et au-delà de dire, évidemment, on peut faire des morceaux qui bougent, on peut faire des morceaux machin. Mais c'est une histoire de, c'est quoi les valeurs de base. Je veux dire, évidemment que quand ça faisait des blocs par-ci, fin des années 70, les mecs, ils faisaient pas que dire. D'ailleurs, même dans le rap à la base, ça a été longtemps un sujet où il y avait les gens qui faisaient un peu du rap pour divertir. Il y a eu aussi le gangsta rap, il y a eu le rap justement qui disait des choses avec la Zulu Nation, etc. sans vouloir dire des conneries. Mais du coup, pour moi, il y a toujours eu ce truc, cette ambivalence, mais
il y avait quand même des valeurs communes, cette contre-culture populaire, un côté alternatif. Aujourd'hui, c'est devenu tellement, et j'en parlais tout à l'heure avec mon manager, c'est tellement devenu la culture principale qu'en fait, elle en a hérité, elle a hérité des codes de ce système, de ce vieux système qui pouvait fuir à la base. Moi, j'ai fui un système qui était l'école, qui était la vie active et beaucoup de choses que je pouvais, je n'ai pas dans la société. Et en fait, je retrouve ça puissance 1000 dans le rap aujourd'hui. Et je trouve ça un peu dommage. Lou, toi, je vais peut-être pas te demander de rebondir sur le rap et l'industrie et ce qu'elle devient. Bah en vrai, mais peut-être t'as pas tu envie. peux, mais non, mais tu Non, mais il y a tu beaucoup peux à 100%, de... c'est juste que j'ai pas envie de mettre les gens dans des questions bourbières en mode alors Non, dis-moi. que penses-tu ? Bah non, mais il y a beaucoup de similarités avec le stand-up. Le stand-up, c'est aussi un art qui s'est créé par les minorités, et du coup, j'ai répété minorité, vous avez compris ? Quelle minorité ? Il me semble, si je me trompe pas, mais il me semble que je l'avais vu, à la base, c'était en grande partie des personnes juives et noires qui, pendant la ségrégation, n'avaient pas accès au théâtre et du coup ont créé leur propre art de la parole dans des bars, justement, juste en parlant d'eux-mêmes et tout. J'ai à remettre en question, mais moi j'ai beaucoup appris ça en tout cas. Et du coup, je vois vachement la même chose et qu'aujourd'hui, ça se transforme de plus en plus. Au contraire, quand on fait de l'humour communautaire, on nous le reproche. Il faut absolument plaire au grand universel qui est l'homme cis, blanc, hétéro, riche. Enfin, voilà. Du coup, c'était juste pour dire que ça me parlait de ouf, ce que tu disais. Voilà. Et toi, justement, ce que tu fais actuellement, c'est ce que tu voulais faire quand tu étais enfant ? Je sais pas. Je sais pas trop. Il y a beaucoup de choses de mon enfance que je voulais et que j'ai tellement mis de côté dans une part de moi pour essayer d'être quelqu'un d'autre, d'être une femme par exemple, ou juste quelqu'un qui fait des grandes études, ou je sais pas, que tout revient maintenant. Donc maintenant j'ai l'impression d'y avoir rêvé depuis que je suis petit, mais ce que j'aimais c'était faire le pitre. Et justement, trop bizarre comme expression. J'allais te demander s'il y avait des moments ou des choses qui te faisaient retomber en enfance, mais du coup potentiellement être sur scène en fait. Être sur scène, m'amuser, franchement être dans l'intimité avec des gens où j'ai plus besoin de performer, tu vois, où bah pour le coup beaucoup de personnes neuroatypiques aussi, tu vois, enfin on est vraiment, je sais pas, j'ai l'impression d'être un enfant, mais c'est pas enfant pour moi le mot, c'est moi-même, tu vois, c'est plus ça. Libre. Ouais, libre. Je trouve que enfant, c'est un peu connoté, comme tu disais tout à l'heure, je fais le bébé, ou tu vois. J'ai l'impression que pour moi, enfant, c'est plus l'origine avant que toutes les constructions soient venues transformer tout ça, quoi. Toi, Pauline, il y a des choses qui te font retomber en enfance, des moments ? Peut-être même chanter avec son papa, j'en sais rien. Ouais, je fais beaucoup de trucs d'enfants en vrai, c'est-à-dire que je passe mes journées donc à dessiner, avoir de la peinture sur les mains. Je pense que j'ai un univers, on va dire, très enfantin, on me le dit souvent. Mais c'est vrai que j'ai aussi beaucoup... j'ai réalisé il y a pas longtemps qu'il y avait tout ce mythe un petit peu autour de la femme enfant dont moi je voulais plus faire partie. J'ai remarqué que depuis que j'avais 15-16 ans, il y avait des mecs beaucoup plus vieux qui me trouvaient génial juste parce que je ressemblais à une petite poupée, tout ça. Donc c'est des choses aussi où je m'autorise à être plus une enfant quand je suis avec ma famille et avec des gens avec qui je me sens bien, genre faire des soirées pyjama, regarder des dessins animés, jouer avec mon chien, des trucs comme ça. Mais quand je suis dans des milieux par exemple professionnels, j'essaie vraiment de montrer que j'ai presque 30 ans et que tu vas pas m'expliquer des trucs, ou tu vas pas me sexualiser, ou j'ai un peu toujours cette ambivalence là où je sais que moi je ressemble un petit peu à un caniche, mais dans ma tête je suis plus un bulldog, donc j'essaie de jongler comme ça avec toutes les races de chiens, mais voilà, mais dans le fond je fais quand même beaucoup des trucs d'enfants et j'ai une voix d'enfant aussi, je le sais. Ce que Pauline nous dit sur le fait de performer, justement, d'essayer de s'affranchir de ce qu'on accole à la féminité, etc. et tout. Toi, tu en parles même dans ton spectacle, t'as fait à un moment quelque chose qui t'a permis de performer cette féminité à son paroxysme. Ouais. Tu veux en parler ? Ouais, bien sûr, c'est quelque chose dont je parle dans mon spectacle. Du coup, j'ai fait du striptease, donc c'est considéré comme du travail du sexe. Je l'ai fait pour plein de raisons, mais une des raisons que j'ai compris a posteriori, c'était j'arrive pas à être une meuf, et du coup je vais aller au paroxysme de la féminité, voir ce que c'est si j'en suis capable. J'en suis capable, c'est nul. Franchement, c'est nul. Je m'attendais pas à la Non, c'est juste nul. Enfin, en fait, c'est juste que le paroxysme de la féminité, il a pas été créé pour nous. Il a été créé pour ces mecs qui étaient dans les clubs de striptease et qui d'ailleurs sont là en mode, dès qu'ils doivent payer, ils sont là, bah non, je comprends pas, bah t'es venu, t'as acheté le ticket, enfin, il y a un moment, paye, enfin, je sais pas.
Tu vas pas à Disney en disant je veux pas payer l'attraction. Enfin, je sais pas. Et d'ailleurs, c'est trop bizarre comme métaphore. Là, je me permets vraiment des questions parce que j'ai jamais parlé avec personne qui a fait du striptease, mais les clients, c'est des clients. Là, enfin les mecs qui arrivent. On les appelle les clients. Ils sont pires que dans la vraie vie ou ça les rend plus chill justement de pouvoir un peu assouvir. Non, ils sont pires parce qu'ils ont le pouvoir. Okay. Nous, en tant que stripteaseuse, en tout cas dans le club où j'étais, on n'avait pas le droit de refuser un client déjà. Donc ça, c'est extrêmement problématique. Ah oui. On n'a pas le droit de refuser un client. Eux, ils ont le pouvoir. Et surtout, dans le striptease, toi, t'es à poil. Le client, il n'est pas à poil. Il a tout le contrôle. La vulnérabilité, elle est que de ton côté. Alors que, par exemple, dans la prostitution, sans dire que la prostitution, c'est plus facile, mais la vulnérabilité, elle est des deux côtés. Uh-huh. Voilà. Du coup, ils sont vraiment chiants. Après, il y a des gens adorables aussi qui vont dans les clubs de strip. Hein. Des gens qui ont du mal avec la sociabilité, à avoir du contact avec des meufs. Et ça, c'était des clients que j'aimais vraiment bien, parce que je sentais le service que j'apportais, en tout cas. Voilà. On va écouter un live ce soir. On va écouter un live ce soir que je n'ai pas annoncé en début d'émission. C'était la surprise. Un live de Vince. Yes. Vince, qu'est-ce que tu vas nous chanter ? Eh ben, je vais chanter le morceau Little Boy, qui est mon dernier morceau que j'ai sorti. Et du coup, qui est issu du projet Le Faux Miroir, qui sort le 22 mars. Je rêve d'un nouveau départ ou de revenir au début. Devant le miroir comme ma grand-mère, des fois je me reconnais plus. Comme toi j'ai dû m'adapter, faut que je me reconnecte à la vie, mais j'ai du mal à capter. Petit, je lisais des baisers, des Picsou. Puis je les ai vendus pour m'acheter un bout de Z. Je suis de l'époque du coup tête à Zizou. Au collège, trop de boulettes. Avec les meufs, pas de bisous. On se faisait des soufflettes. Little boy, je pense qu'à m'exploser la tête. Je prends les cachets de mon frangin pour me foncer avec dans ma tête. Je me sens pas libre, l'impression d'être en tôle. Des fois, je me sens vide, l'impression d'être en trop passionné, parfois c'est douloureux. Premier amour au CP, à 12 ans, j'étais toujours amoureux. Dans des cartons, ma vie, je l'ai vu souvent. J'ai beaucoup déménagé. En gros, j'ai vite appris à me détacher des gens. Yes. Little boy, je pense qu'à m'exploser la tête. Ouais. Little boy. Grâce au rap, je me suis fait des bêtes de ref. J'ai serré quelques mains, j'ai serré quelques meufs. J'ai au moins kické 100 fois toutes les cassettes de Money Days. Je me suis payé de grec avec l'argent de Manifest. Ma gueule, faut qu'on s'accomplisse. La lune, c'est ça qu'on vise. Nous-mêmes, c'est sur ça qu'on mise. Ouais, c'est ça une vie d'artiste. Aujourd'hui, je suis sur 10 heures. Demain, je suis sur Vivaliste. Je peux pas laisser Babylone gagner. Laisser la bas du gain remplir mon cahier. Le chemin est laborieux, le succès est vaporeux. J'ai croisé des gens prêts à tout, j'ai compris que j'étais pas comme eux. J'ai perdu quelques points de vie. Mon cœur une forteresse, pour y rentrer faut traverser un pont-levis. Quand je souffre, je suis pas trop créatif. Tu veux savoir quand j'allais mal, regarde les trous dans ma discographie. Hey. Little boy, je pense qu'à m'exploser la tête. Ouais. Je me suis payé de grec avec l'argent de Manifest. Little boy. Ouais. Little boy. Yeah. Little boy. Et nous touchons malheureusement à la fin de ce tunnel pendant lequel j'étais ravie de vous présenter Pauline de Tarragon, Vince et Lou Trottignon. Et une dernière question quand même pour vous. Qu'est-ce qu'on devrait, on va faire à tour de rôle, comme à l'école justement, qu'est-ce qu'on devrait absolument garder de l'enfance ? Lou. Ok. Courir n'importe où pour aucune raison. Ouais, c'est très précis, mais j'ai très envie de faire ça. Courir avec les mains dans le dos, comme ça ? Ouais, tu vois, comme ça, en faisant, personne voit, c'est une radio, bref. Mais en faisant beaucoup de gestes, sans avoir peur d'avoir l'air débile, juste, tu vois. Pauline, qu'est-ce qu'on devrait garder absolument de l'enfance ? Moi, je pense que ça ressemble un peu à ça. Tu peux pas copier sur ton voisin. C'est en fait courir avec les mains dans le dos. Non, moi j'allais dire s'amuser, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on fait un truc, on va un truc pour s'amuser, on te dit c'est un truc, c'est immature ou machin, mais en vrai, c'est chouette de s'amuser et aussi d'expérimenter des choses, parce que parfois on est un peu trop dans sa routine. Et troisième chose, la gentillesse, parce que les enfants, ils sont tellement gentils et innocents et c'est super
mignons. Ils sont pas encore racistes quand ils ont 5 ans en général. C'est pas trop possible. Après, peut-être à 7, 8 ans. Mais en tout cas, voilà, garder cette espèce de comment on dit, la bonté pure des enfants. Toi, Vince, tu penses qu'il faut garder quoi absolument de l'enfance ? Bah moi, il y a déjà un truc clair, c'est l'imagination. Et Pardon. Non, vraiment, je pense que l'imagination, c'est le truc le plus important et continuer, en fait, ça, d'imaginer, de se balader dans ça. Et je pense que c'est dommage, on est trop dans une ère où, sans faire le vieux, mais c'est vrai on est tout le temps sur le téléphone et tout. Même moi, je le vois, je suis tout le temps collé à un écran et tout. Et putain, on a un cerveau, c'est incroyable, un cerveau. C'est une dinguerie, genre. Les gens, ils se rendent pas compte de ce qu'on a entre les deux oreilles. Voilà. Et en parlant d'écran, où est-ce qu'on peut te suivre et quels sont les projets à venir ? Qu'est-ce qui arrive ? Trop bien. Et bah écoute, déjà, vous pouvez me suivre partout sur mes réseaux Vince, V-I-N-S. Pour ceux qui savent pas, c'est le vin au pluriel. Voilà. Enfin, c'est pas la signification, attention, je sais pas. Les gens, ils viennent du sud, bon. Ça, c'est ok, Languedoc. Non, et c'est Vince, V-I-N-S-8, Waza, W-A-Z-A. Et surtout, je vous invite à venir aller regarder un mi-documentaire, mi-entretien qui s'appelle Arrêtez le rap. Il y a la partie 1 qui est disponible et qui est déjà sur YouTube. La partie 2 va arriver la semaine prochaine, le 22 mars, le Faux Miroir. Et je vous invite à aller voir ce documentaire pour ceux qui ont envie de comprendre un petit peu. Je suis dans une démarche un petit peu spéciale en ce moment, donc voilà. Merci beaucoup, Vince. Pauline de Tarragon, pyjama. Oui. T'as vu, j'ai pas refait le AKA. Non, tu peux. Où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux et quels sont les prochains projets à venir, à sortir ? Ben, moi, je suis beaucoup sur Instagram, un peu trop d'ailleurs. Et alors, attends, je vais vous dire les prochaines dates de dédicaces où vous pouvez venir me parler et faire dédicacer votre BD, parce que j'ai sorti une BD qui s'appelle Minuscule Folle Sauvage. Je vais venir à Lille, je vais redédicacer à Paris le vendredi 22 mars, à Lyon le 27 mars, à Paris dans le 16e le 29 mars, et après, je sais plus. Mais en gros, c'est ça que je fais, et je suis en train de faire un nouvel album qui sera sûrement là d'ici 2025. On te le souhaite. Merci beaucoup, Pauline. Merci à toi, à vous tous. Et Lou, je me tourne vers toi enfin. Où est-ce qu'on peut te suivre et où est-ce qu'on peut te retrouver IRL ? Moi, du coup, vous pouvez me trouver sur Instagram surtout, mais un peu partout. Vous tapez Lou Trottignon, T-R-O-T-I-G-N-O-N. Vous mettez Lou T-R-O et vous me trouvez assez facilement. J'ai un spectacle de stand-up qui parle de mon histoire de transition, où on rigole, on s'amuse et on est ému aussi. C'est tous les vendredis à 19h30 à la Nouvelle Scène à Paris. Et puis, je suis en tournée dans plein de villes. Les prochaines là à venir, c'est Poitiers, Arras, Troyes. Il y aura Marseille aussi en mai. Voilà, n'hésitez pas à me suivre sur mon profil. Et puis, plein de projets à venir aussi, autres plutôt vidéo peut-être. Donc, si vous me suivez, vous saurez tout. Eh bien, merci beaucoup, Lou. Merci à toutes les personnes qui ont suivi cette émission, que, je vous le rappelle, vous pouvez retrouver en replay sur le site Radio France, mais aussi sur toutes les plateformes de streaming et sur YouTube de façon filmée. Et moi, j'étais à nouveau ravie de pouvoir rassembler des personnes pour parler de tous ces sujets. Et on se retrouve la semaine prochaine, même heure, 19h sur Move. Je vous laisse au son de Move, c'est tout musique après moi. Salut.